Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans la saison 3 du podcast Cancéro. Cancéro, c'est le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Je voulais vous faire une note de début d'épisode car je dois bien avouer que l'épisode d'Eric m'a donné du fil à retordre. En effet, j'étais très heureuse d'accueillir mon premier patient homme au micro du podcast. Nous avons passé un agréable moment d'échange et pour autant, c'était la première fois que je ne souscrivais pas à 100% avec le partage de mon invité. Deux choses sont venues me challenger. Tout d'abord, le fait qu'Eric, à un moment de son parcours de soins, a refusé le traitement que son médecin lui proposait par manque de confiance. Deuxièmement, la signification et l'origine de son cancer, qu'il attribue au deuil de sa maman. Pendant des semaines, j'ai réfléchi, j'ai tergiversé. Est-ce que je diffuse l'épisode ? Est-ce que je fais des coupures au montage ? Est-ce que je devrais être en accord avec tous les partages de mes invités ? Et est-ce que diffuser, c'est cautionner ? De lourdes questions avec de lourdes responsabilités, car je sais que l'écoute des épisodes de podcast peut modifier les parcours de soins de mes patients. Je ne souhaite pas être responsable d'arrêt de traitement chez les patients auditeurs, alors que mon propos est plutôt l'exact opposé. J'ai donc décidé, il y a peu, de faire une modération de début d'épisode. En effet, il est sûrement plus enrichissant d'assumer une diversité de témoignages, une diversité d'expériences chez mes invités, et de modérer les propos en début d'épisode lorsqu'il y a besoin. Cela permet d'aborder des questions difficiles et pourtant cruciales pour les patients. Concernant les questions de confiance et d'observance, mon avis lorsque l'on doute et que cela remet en cause l'adhésion à son traitement, c'est de prendre un deuxième avis médical. Jamais un médecin ne prendra mal le fait qu'un patient sollicite un confrère pour un deuxième avis. C'est beaucoup plus sain et bénéfique pour le patient. En effet, une non prise en charge des traitements est bien souvent synonyme de perte de chance pour le patient. Et quand cela est caché au médecin ou à l'équipe soignante, il n'y a aucun moyen de rétablir la communication, la confiance et les traitements au bénéfice du patient. Le message que j'aimerais donc faire passer ici, si vous êtes dans cette situation, est que vous pouvez en discuter avec les professionnels de santé pour trouver des solutions. Vous pouvez être orienté vers un autre praticien, vers un autre médecin. Et en discutant de vos préoccupations, en toute transparence, des solutions peuvent émerger. Pour la question de la signification du cancer, il n'est pas nécessaire de trouver une explication à tout prix. Cela peut être très culpabilisant et la charge de la maladie est déjà bien assez lourde sans rajouter une surcouche de culpabilité. Si cela vous aide à avancer, de trouver une signification, pas de problème, c'est ok. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez en discuter avec un psychologue qui a l'habitude de ces questionnements. Il vous aidera à cheminer sur ces questions et c'est ok de ne pas comprendre l'origine du cancer. Bien souvent, les professionnels eux-mêmes ne savent pas répondre à cette question. N'hésitez pas à partager et à vous faire accompagner sur ces questions si vous en ressentez le besoin.
je vous laisse découvrir le parcours de soins de mon invité du jour, Eric, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eric. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour ta présence, pour ton temps et pour ton témoignage. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de t'accueillir sur le podcast parce qu'en fait, tu es mon premier témoignage d'homme, de patient qui a eu un cancer. Et c'est vrai que jusqu'alors, moi sur le podcast, je n'avais eu pour l'instant que des femmes. Et donc voilà, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Merci. C'est moi qui te remercie tout simplement. Et puis heureux d'être le premier. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs du podcast qui nous écoutent ? Bien sûr, donc je m'appelle Eric, j'ai 51 ans, bientôt 52 à la fin de l'année, donc j'ai encore un peu de temps. J'habite à Reims, je suis formateur indépendant, donc auto-entrepreneur depuis maintenant 2 ans. Je suis très heureux aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance sinon, je sais pas que ce que je peux dire d'autre, c'est toujours pas facile de se présenter. Ouais, c'est difficile. Donc sinon, voilà, je travaille avec des BTS, des bachelors, des bac+5, mais aussi des demandeurs d'emploi, et puis aussi faire des formations en entreprise. D'accord. Bon, très bien. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soins ? Oui. Alors en fait, tout simplement, en 2008. Pour dire au départ, je suis quelqu'un de plutôt actif, dynamique. Et puis en 2008, ça fait quelques mois que je suis marié. Ma femme me dit à ce moment-là, tous les week-ends, c'est bizarre, mais t'es tout le temps sur le canapé, en train de dormir. La semaine, on voit que t'es actif, mais le week-end, t'es complètement fatigué. C'est pas normal, c'est pas toi. Elle me dit, va faire des examens. Et c'est vrai que j'étais pas trop examen de santé. Donc pour lui faire plaisir, je me dis allez, je vais faire une prise de sang. Toi, tu te sentais fatigué dans ta semaine ? Non, mais en fait, la semaine, pas fatigué parce que je travaillais, en fait, c'était nerveusement, en fait. Ouais. Et le week-end, effectivement, j'avais besoin de me reposer. Tu décompensais le week-end, ouais. Et c'est vrai que c'était pas dans mon caractère. Je suis quelqu'un de plutôt actif. Mais je mettais ça sur le fait que j'avais beaucoup de travail, voilà, puis je m'inquiétais pas en fait, tout simplement. Puis je suis pas quelqu'un qui m'inquiétait pas beaucoup pour tout ça. Et effectivement, voilà, donc je vais faire une prise de sang. La prise de sang est pas bonne du tout. Mon médecin, alors moi j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que j'avais un vrai médecin de famille qui me connaissait depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Et il reçoit mes résultats, il me dit Eric, tu viens tout de suite. Donc il me fait je te fais faire un scanner complet, tous les examens complets. Là, je fais les examens. À la radiologie, le radiologue me fait ça fait 40 ans de carrière que j'ai derrière moi, j'ai jamais vu ce que vous avez là, pardon. Il me fait je lui dis c'est quoi ? Il me fait non mais allez voir votre médecin. Bon, alors moi un peu inquiet quand même, donc je vais voir mon médecin qui me prend tout de suite entre 2 rendez-vous. Et là il me dit Eric, ce que t'as, il me fait t'as une boule. Là je vais appeler tout de suite le chirurgien parce que on peut pas te laisser comme ça. Donc devant moi, alors tout ça s'enchaîne très très vite, hein. Devant moi, donc il appelle le chirurgien, je vois le chirurgien dans les 2 jours. J'y vais avec ma femme parce que je me sentais quand même pas très rassuré. Le chirurgien me dit on vous opère là dans les 10 jours. Donc je suis pris entre le moment où je fais la prise de sang et le moment où je me fais opérer, il y a 15 jours. Donc c'est très très rapide. Et je rentre à la clinique. Donc à ce moment-là, c'était un Courlancy, donc à Reims. Je rentre assez confiant. Je m'inquiète pas trop parce que je me dis voilà. Puis en plus à ce moment-là, on sait pas vraiment ce que c'est. J'en discute avec le chirurgien. Le chirurgien me dit c'est au lieu de me dire une tumeur ou quoi que ce soit, il me fait on va l'appeler la boule. Ça vous va ? Je fais moi ça me va très très bien. Mais en plus une tumeur pour moi ça voulait rien dire. C'est pas des choses en fait qui me parlaient beaucoup à ce moment-là. Et puis je me fais opérer. L'opération dure beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'elle devait durer 4 heures, elle a duré 8 heures. Les jours qui suivent, je m'en souviens très peu parce que j'étais en réanimation et pendant 5 jours. Alors je devais être au départ que 2, ça a duré plus longtemps. Alors c'est marrant, la seule image qui me reste, c'est au moment où les infirmiers venaient me raser. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul truc qui me reste en fait de ces 5 jours. Parce que mon père venait me voir, ma femme venait me voir, mais il restait pas longtemps.
puisqu'il n'avait pas le droit de rester très longtemps. Et apparemment, j'avais les yeux révulsés à cause de la morphine, parce que j'étais sous morphine en permanence, plus une pompe à morphine où je pouvais m'injecter régulièrement de la morphine. Je m'en injectais, mais j'ai pas le souvenir de tout ça. J'ai des souvenirs de douleur, mais voilà, il m'avait mis la télé pour que j'ai un son. Et voilà, donc ça c'était vraiment la partie où pour moi c'est très voilà, j'ai pas de souvenir particulier par rapport à ça. Et puis après ça va un peu mieux, donc là je me retrouve dans le service, dans un service on va dire plus voilà le classique du chirurgien, où là je reste un peu plus de 15 jours, donc toujours à Courlancy. C'était au mois de juillet. Alors l'avantage au mois de juillet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients, mais il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. Donc ça c'est super parce que outre les gens qui venaient me voir, j'avais quand même toujours les infirmiers et infirmières qui venaient me voir si tout allait bien. Et puis il y a l'annonce du chirurgien qui vient me voir. Ça fait toujours quelque chose parce que pardon, et qui me dit à 15 jours près vous étiez mort. Mais il me le dit comme ça. Et alors moi j'avoue que c'est un choc. Parce que je m'attendais pas à ça. L'infirmière qui est avec lui voit que moi ça va pas, donc dès qu'il est parti, elle revient me voir. Et là j'ai tous les infirmiers qui viennent les uns après les autres pour venir me voir, juste pour me dire bon voilà, vous savez les chirurgiens pour eux c'est difficile, ils ont pas forcément le recul, pour eux c'est tellement machinal. Elle fait mais vous inquiétez pas, maintenant tout va bien pour vous. Et j'avoue que ça a été le moment le plus difficile pour moi, qui a encore aujourd'hui des conséquences. Oui, en fait, l'équipe, les infirmiers se sont rendus compte du manque de tact du chirurgien. Alors maintenant, avec le recul, je me dis que oui, pour eux, pour quelqu'un qui a peut-être pas eu la formation par rapport à ça, je pense que les infirmiers et infirmières étaient beaucoup plus jeunes. Donc eux, ils avaient une formation psychologique, je pense aussi. Voilà, je pense que pour les chirurgiens, c'est peut-être une manière aussi de se détacher par rapport aussi à tout ce qui peut se passer avec des patients. Et je lui en veux pas. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, ça a toujours des conséquences parce que à la suite de ça, je n'arrivais plus à dormir la nuit. Parce que le choc a été très violent. Et aujourd'hui, alors c'est aussi le côté psychologique, c'est que je prends toujours des cachets pour dormir le soir. Et si je prends pas mes cachets, j'arrive pas à dormir. Mais c'est psychologique. C'est-à-dire que on me donnerait des placebos, ça marcherait, mais voilà, c'est juste ça. Donc là, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que bon, ça a été une opération. J'ai pas eu de radiothérapie. J'ai eu après de la chimiothérapie par la suite. La chimiothérapie, là c'est pareil aussi, c'est un peu particulier parce que le cancer que j'ai eu, donc c'est un cancer de la glande surrénale. Il y en avait très peu à l'époque, il y en a pas encore beaucoup aujourd'hui, c'est quand même un cancer qui est pas très fréquent. Sans rentrer dans les détails, t'as des idées de chiffres? Non, j'ai pas d'idée de chiffres, mais et en plus, moi la tumeur que j'ai eue était un peu particulière parce qu'elle faisait 1,2 kg et elle faisait 18 cm de diamètre. Et ça, avant de t'opérer, on te l'avait pas dit, on te l'avait pas annoncé? Alors, tu le savais pas? Ils avaient vu qu'elle était grosse, mais en fait, à partir du moment où je fais les examens, le scanner et je suis opéré, la tumeur avait doublé de volume. C'est pour ça que l'opération durait 4 heures, elle a duré plus longtemps, et qu'en fait, ils ont été obligés de se mettre à deux chirurgiens, donc à 4 mains pour retirer la tumeur. D'accord, oui, ça avait évolué très très rapidement, oui. En fait. Et c'est pour ça que le chirurgien me dit qu'à 15 jours près, j'étais mort en fait, parce que là la tumeur était en train de grossir, et après elle aurait pu donc exploser, ça devenait un cancer généralisé. Mais bon, comme j'ai eu de la chance, il y a pas de souci. Et puis j'avais le poumon qui était compressé, le poumon droit qui était compressé de manière importante, parce que à plus de 60%. Mais comme j'avais eu une déchirure musculaire au tennis, je mettais toujours ça sur le compte de la déchirure musculaire, en me disant mais non mais ça c'est rien. Donc je me rendais pas compte en fait, j'avais pas de douleur particulière parce que la tumeur en fait elle était molle. Donc en fait elle compressait comme ça certains organes, mais je me rendais pas compte. Oui, il y avait pas de douleur plus que ça. Non. Et puis bon voilà la fatigue parce que forcément ça pompait du sang, mais voilà. Et puis donc à la suite de ça. Donc je suis en arrêt maladie bien sûr, je vois une endocrinologue à l'hôpital qui commence à me parler d'un traitement
qui s'appelle le Lysodrène. Et puis je sais pas, j'ai pas confiance. En fait, l'endocrinologue me parle de certaines choses, elle me dit pas d'autres choses. Je me renseigne un peu sur Internet, truc qu'il faut pas forcément faire, mais je vois quand même qu'il y a des gens par rapport à ça qui disent que ils ont quand même des effets secondaires importants. Donc lors de mon deuxième rendez-vous avec cet endocrinologue, je lui dis voilà, j'ai vu des choses, c'est vrai ou c'est pas vrai, et du bout des lèvres, elle me dit oui, c'est vrai. Et je lui dis pourquoi, voilà, je comprends pas. Je dis à ce moment-là, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Et elle m'explique qu'à ce moment-là, le Lysodrène, c'est quand même encore quelque chose, alors pas vraiment expérimental, mais qui continue à étudier la molécule, et que voilà, j'étais dans un état de santé qui allait en s'améliorant, mais que les conséquences faisaient que ça pouvait avoir, voilà, je pouvais avoir un état de santé un peu moyen. Et je décide de pas prendre le Lysodrène parce que j'ai pas confiance, tout simplement. Je pense qu'elle m'aurait dit tout dès le départ, ma réflexion aurait été différente. Mais là, et surtout en matière de santé, je pense que si on n'a pas la confiance de la personne avec qui on parle, qui doit nous soigner, ça va pas. Donc je décide de ne rien prendre. Donc comme ça pendant 3 ans à peu près. Donc je commence à voir après un autre endocrinologue à Courlancy, qui lui en fait me parle des choses naturellement, me dit ça, et lui me donne confiance. Donc je décide au bout de quelques années donc de commencer à prendre le Lysodrène, sachant que c'est de la chimiothérapie, mais à titre pour éviter les récidives. Voilà. D'accord. C'est pour atténuer le pourcentage de récidive. Est-ce que c'est un cancer qui récidive beaucoup? Moi, j'ai fait une récidive en 2014. Ouais. Et effectivement, c'est un cancer où on va avoir des récidives. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que moi, on m'a donc enlevé la glande surrénale droite, mais pas le rein n'a pas du tout été touché. Alors la glande surrénale, ça fait 2 cm, quoi, c'est tout petit, alors que la tumeur était beaucoup plus importante. Mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait la tumeur n'a pas atteint les autres organes. Donc ça s'est bien passé. Avec l'autre endocrinologue, ça s'est très bien passé. Très très bien suivi avec lui. Entre-temps, mon dossier avait été envoyé à Villejuif. Alors j'ai plus le nom du professeur, mais c'est le spécialiste mondial du cancer que j'ai eu, que je vois à Villejuif. Je sais que mon dossier a été étudié dans différentes aussi universités à travers le monde, parce que une tumeur un peu aussi importante que la mienne, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Et en 2014, je fais une récidive. Mais donc, cette fois, c'est rien. T'as pris du coup le traitement pendant combien de temps? Je l'ai pris de 2010 et je l'ai arrêté en 2019. J'expliquerai pourquoi l'arrêt était en 2019, parce que c'était un arrêt qui n'était pas voulu au départ. Mais j'ai eu des soucis avec ce médicament. Et donc, malgré ce traitement pendant 9 ans, oui. Malgré ce traitement, au bout de 4 ans, tu récidives. Oui, je fais une récidive. Alors cette fois, la récidive, c'est rien. Il y a deux petits nodules qui font 5 mm sur 6, et puis voilà, donc c'est 2 petits nodules de rien du tout. Donc toujours en opération. Là, de la même manière, on m'opère en fait au départ. Ils ne savaient pas s'ils allaient m'opérer normalement ou, alors j'ai plus le terme, juste en faisant des petits trous. En célioscopie. Voilà. Et puis en fait, ils s'aperçoivent qu'en célioscopie, c'est pas possible. De par ma première opération, parce que la première cicatrice était assez importante, parce que ma première cicatrice, elle fait à peu plus de 30 cm. Et puis j'ai une petite cicatrice à côté aussi du drain que j'avais à l'époque. Et ça c'est surtout le drain qui m'avait fait je me souviens de l'odeur du drain plus encore que le reste. Et puis donc là, deuxième opération en 2014, où on me refait encore une grande cicatrice. Donc j'ai 2 belles cicatrices sur le ventre. Mais là, c'est rien du tout. La seule chose, c'est que juste avant l'opération, je suis pris de panique. Et que là, oui, parce que moi, ça y est, je me vois partir, quoi. Toujours un petit peu dur. Et là, on me donne juste un petit médicament pour me déstresser. Et alors là, bien fou, parce que quand ils me font la piqûre pour m'endormir, je n'arrive même pas à compter, je crois jusqu'à 3, je dors tout de suite. Et puis voilà, là, ça se passe très très bien, l'opération. Je suis remonté rapidement dans ma chambre. Je téléphone à ma femme pour lui dire que je suis réveillé. Elle me dit t'es déjà tout. Je dis oui, je me rappelle, c'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde à ce moment-là. Je vois le match de foot à la télé.
Et en fait, je me sens bien. C'est dans les 2-3 jours, là, les 48 heures qu'on subit, en revanche, là, j'étais très très fatigué, mais le jour même, en pleine forme. Et puis bah là, je reste pareil, 15 jours à la clinique. J'ai un arrêt maladie qui est beaucoup moins important, parce que la première fois, mon arrêt maladie a duré 9 mois. Et là, la deuxième fois, l'arrêt maladie, et puis même le fait de revenir en fait apte à beaucoup de choses, ça dure beaucoup moins longtemps. Je dois être 3 mois, donc c'est rien du tout. Et là voilà, c'est ma deuxième quand je fais ma récidive, mais et depuis tout va bien par rapport au cancer. Et on voit l'impact psychologique que les 2 opérations ont eu. Est-ce que tu étais suivi avec un psychologue à l'époque justement pour Alors c'est moi qui ai fait une démarche. J'ai essayé plusieurs psys avec qui ça n'allait pas. Et on m'avait donné le nom d'une hypnothérapeute, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Alors, et puis j'ai compris aussi, entre autres, l'origine de mon premier cancer, parce que ça, c'est important aussi de connaître pourquoi on a eu un cancer. Souvent, c'est parce que il y a des choses dans la vie, soit un choc ou des choses comme ça. Moi, elle m'a beaucoup aidé aussi parce que j'avais des angoisses mortelles. Ou alors pas me suicider, mais c'est parce que par exemple je conduisais et là j'avais une crise d'angoisse en me disant si ça se trouve je vais pas être bien et je vais rentrer là dans une autre voiture, et là crise de panique où je suis obligé de me mettre sur le côté pour justement m'apaiser. Et elle m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'ai toujours un rapport à la mort qui est un peu particulier, mais je n'ai plus ces crises d'angoisse aujourd'hui. Elle m'a énormément aidé. Pareil pour découvrir l'origine de mon cancer. Alors je pense que c'est ça, mais c'est vrai qu'on en est jamais sûr. Je pense que c'est la mort de ma mère, où en fait, je pensais pas que ça allait m'arriver comme ça. Où en fait, j'ai tout gardé pour moi pendant pas mal de mois. Et ma femme à l'époque, pareil, me dit mais c'est pas dans ton caractère de pas exprimer tes sentiments. Il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'emmagasine en fait en moi tout ça, que ça se met sous forme peut-être de tumeur comme ça, et que ça crée cette fameuse boule. Et j'avoue que l'hypnothérapeute m'a énormément aidé pour affronter justement la mort de ma mère après, comprendre aussi ce cancer, les impacts que ça a pu avoir, les angoisses que je pouvais avoir. Ce que aussi mes angoisses par rapport à la nuit, le fait de dormir, ce que je faisais des insomnies à ce moment-là aussi, malgré les médicaments. Donc oui, moi ça m'a énormément aidé. Alors c'est pas un schéma classique de psychiatre ou de psychologue, mais moi c'est le schéma qui m'allait le mieux. En plus, moi j'avais envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui me parle, et non pas quelqu'un qui note juste sur un morceau de papier. Et là j'avais quelqu'un qui me parlait. Et ça m'a permis de faire ressortir justement tout ce qu'il fallait et de comprendre et de mieux appréhender tout ça. Et est-ce que c'est le service qui t'avait proposé ces consultations ? Qu'est-ce qu'on t'avait proposé à l'époque en soins de support ? Alors à l'époque déjà à la clinique, quand je me fais opérer la première fois, j'ai une psy qui vient une demi-heure. Mais voilà, le temps qu'elle me parle, qu'on discute 2 minutes, en fait ça sert strictement à rien. Et puis c'est tout. Et à la suite de ça, on m'a rien proposé. Donc c'est moi qui, de moi-même, ai voulu trouver quelqu'un. Alors ça n'a pas été facile, parce que je dois en voir 5 ou 6 à l'époque, avant de trouver la bonne personne. Mais non, à la clinique, on m'a rien proposé. Comment t'as su que c'était la bonne personne pour t'accompagner ? C'était la confiance ? Ouais, la confiance. Elle m'a parlé. Déjà, ça a été tout simple. Un truc tout bête. Elle m'avait fait prendre une pierre. Elle m'a montré, mais montrez-moi un peu comment vous pouvez être en colère, comment vous pouvez faire ressortir les choses. Et de par ma bonne éducation, moi, je prends la pierre, je la jette un tout petit peu. Et là, elle me dit non. Quand on est en colère, voilà comment ça se passe. Et elle prend la pierre, elle la projette par terre. Et là, ça me fait un bien fou. Et là, j'ai su que c'était la bonne personne. Mais comme je dis, je peux pas, dire que je conseille ça aux autres personnes, mais moi, c'est la personne qu'il me fallait. Et du coup, pendant toutes ces périodes de traitement et de soins, est-ce que t'as mis en place des routines santé ? Est-ce que Alors,
Alors déjà, Et puis comment tu t'es informé aussi, comment t'as trouvé tes relais d'information, comment t'as construit tout ça tout seul au final, parce que du coup à l'époque on t'a pas proposé dans le service d'accompagnement plus poussé que ça. Ouais, c'est vrai qu'on m'a pas proposé d'accompagnement, donc déjà la première chose c'est donc l'hypnothérapeute. Après, le nouvel endocrinologue que je prends, qui en fait il m'a toujours bien expliqué les choses. En fait, il y a jamais eu de fuyant ou de choses comme ça. Ça a toujours été clair, net. Pareil quand j'allais à Villejuif, ça a toujours été clair. Il y a jamais eu de faux semblants. Donc moi forcément, ça me donnait confiance. Et puis bon, j'avais donc scanner, prise de sang, IRM tous les 3 mois. Quelque chose un peu lourd, les médicaments à prendre tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Puis en plus c'est des doses un peu importantes parce que moi mon corps ne fabrique plus d'hormones, donc je suis obligé encore aujourd'hui, c'est un traitement que je ravis, de prendre toutes les hormones. Parce que on a une deuxième glande surrénale qui n'avait pas été touchée, on est d'accord. Et toi, dans ton cas, ça n'a pas suffi pour la production hormonale et du coup t'es supplémenté. En fait, le Lysodrène bloquait la fonction de la deuxième glande surrénale. Le médicament de chimiothérapie que je prenais bloquait pour éviter la récidive. Donc, donc ça fait que je prenais et aujourd'hui ça fait que l'autre est plus du tout en fonction. Donc là c'est tous les médicaments qu'on peut prendre. Plus alors moi ça a eu des conséquences sur ma vie intime parce que j'avais plus de libido forcément, parce que le temps de trouver le bon traitement aussi à ce niveau-là, parce que moi plus de fabrication de testostérone pour un homme c'est pas toujours facile. Plus d'envie pour ma libido, pour ma femme à ce moment-là c'est pas facile pour elle, et donc forcément ça a des conséquences. Et ça, l'endocrinologue, il t'avait prévenu de tous ces effets secondaires? Oui, il m'avait prévenu. Il m'avait dit qu'effectivement, il y avait des effets secondaires, mais que c'était le temps de trouver aussi le bon dosage. Et puis que ça faisait partie, malheureusement, du traitement, qu'il fallait trouver ce qu'il fallait. Et puis il y a aussi, je prends de l'hydrocortisone. Donc, changement aussi au niveau de mon corps, parce que je prends quand même plus de 10 kilos à ce moment-là. Donc c'est pas évident. Alors je faisais du sport, forcément, le fait au départ d'être en arrêt, d'entrer en arrêt, je peux pas faire de sport. Alors j'ai de la chance, je suis pas quelqu'un de sucré, donc je mange pas trop de sucre, mais voilà, je vois quand même après, entre ma première opération, ma deuxième opération, je vois un diététicien quand même pour aussi voir un certain nombre de choses, pour avoir une espèce d'équilibre alimentaire par rapport au traitement que j'avais aussi. Parce que ça, pareil, je pense que c'est très important de pouvoir faire ce qu'il faut aussi pour sa santé. Et puis les hautes doses de cortisone aussi favorisent la prise de poids. Oui, alors au début, j'étais à 70 mg par jour. Aujourd'hui, je suis redescendu à 50, mais il y a des fois j'étais à 40, d'autres fois j'étais à 60. En fait, parce que le traitement, ça doit toujours s'adapter. Il y a 6 mois, j'étais à 40, là on montait à 50. Parce qu'on est toujours obligé de suivre au niveau de ma santé, et puis parce que j'ai toujours des prises de sang qui me permettent de voir à ce niveau-là. Donc moi je prends tout ce qui est de HEA aussi, Levothyrox, le médicament classique. Je prends donc du pantotrazole aussi. Là c'est pour le foie et tout, parce que je prends pas mal de médicaments, donc forcément ça a aussi des conséquences, le fait de prendre beaucoup de médicaments. Ouais, pour l'estomac. Voilà, pour l'estomac. Je prends aussi à côté, alors que je dis pas de bêtises, alors il y avait un médicament qui ne se fabrique plus. Ça, je voulais en parler aussi parce que il y a un médicament qui ne se fabrique plus, qui était remboursé à 100% par la Sécu, puisque moi je suis à 100% pour ce que j'ai eu. Et puis il y a 2 ans, ce médicament est arrêté parce que pas assez de gens dans le monde qui le prennent. Comment il s'appelait ce traitement? Le Pentestone. D'accord. Sur un, je pense qu'il y avait. Moi, je sais qu'à ma pharmacie, j'étais le seul à en avoir, et dans beaucoup de pharmacies, ils en avaient pas. Oui, j'en ai jamais délivré. Et ce médicament est arrêté. Et donc là, j'ai le choix entre deux choses, soit pour avoir des piqûres, donc une piqûre une fois par mois, soit un gel.
Et la seule chose, c'est que le gel n'est pas remboursé par la Sécu et la piqûre est remboursée. Comme la Sécu estime qu'il y a la piqûre et qu'ils sont remboursés, le gel, c'est du confort. Moi, j'ai ma cousine qui est infirmière, donc je lui ai posé la question. Et elle fait ce genre de piqûre et elle m'a dit, je te dis, attention, ce genre de piqûre, la première semaine, ça va, la deuxième semaine, ça va encore, mais la troisième, quatrième semaine, on n'est pas bien du tout parce que on est fatigué, il y a des conséquences. Et moi, je me voyais pas par rapport à mon travail, donc je prends ce gel. C'est un gel de testostérone. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, on peut, mais si on veut avoir une vie, on va dire normale, et ce médicament est pas remboursé du tout. Et c'est vrai que voilà, quand on dit qu'il y a une santé à diverses vitesses, oui. Moi, je le vois dans les médicaments. C'est vrai qu'il y a aussi un médicament que je prends qui est de la 2-HEA. C'est un médicament qui n'est pas remboursé non plus par la Sécu. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est considéré comme du confort alors que ce n'est pas du confort. Si on veut avoir une vie normale, c'est des médicaments qu'il faut prendre. Et je trouve que là-dessus, alors il peut y avoir des abus sur d'autres médicaments, j'en suis parfaitement conscient, mais sur des médicaments comme ça, aujourd'hui, je trouve que voilà, si on n'a pas l'argent à côté pour pouvoir payer ces médicaments, on n'a pas, on va avoir des moments dans son année, dans ses semaines, où on va pas être bien à cause de ça. Ça te coûte combien par mois? Ah bah aujourd'hui, par mois, alors en prenant moi tous les médicaments, plus des médicaments, je suis pas obligé de prendre, mais que je prends pour, on va dire, toujours ma vie intime. Sans ces médicaments-là, je veux dire, j'en ai à peu près pour, à peu près 250 € par mois, parce que le gel coûte quand même assez cher. Après, avec les autres médicaments, je suis à plus de 300 € par mois. Mais ça me permet aujourd'hui d'être en bonne santé, d'avoir une vie qui est normale, et ça, je veux dire, quelque part, ça n'a pas de prix, hein, donc. Mais pour des gens, c'est une somme importante, et je comprends qu'il y a des gens qui puissent pas pouvoir se payer ça. Alors c'est au détriment d'autres choses, mais moi avec ça, ça me permet aujourd'hui d'avoir une vie qui est normale. Oui, ça t'a permis de retrouver une qualité de vie, un confort de vie. Complètement. Ah ouais, c'est important ça. Et pour en revenir donc à l'époque au Lysodrène, donc le médicament de chimio, donc ça c'est un médicament en plus qui coûtait extrêmement cher. Je crois qu'à l'année à la Sécu, rien que ce médicament-là, je devais coûter plus de 20 000 € par an. Hein. Donc c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. C'était délivré à l'hôpital. J'allais chercher tous les mois mon petit flacon. Ouais, rétrocession. Et donc en 2019. Je me rappelle, fin août 2019, je me sens pas très bien. Tout ce que je bois repart, tout ce que je mange repart. J'arrive plus à m'alimenter. Je reste 15 jours, 3 semaines comme ça, en me disant que ça va passer, que c'est rien. Je fais une mauvaise réaction à pas à médicaments, mais à des choses peut-être que j'ai mangées. J'ai une petite bactérie, des trucs comme ça. Donc je pense que ça va passer. Et puis je suis un peu têtu. Et puis un mois passe comme ça, et mon père décide de venir dormir quelques jours chez moi en me disant attends, t'es tellement fatigué, je vais venir. Et là il m'entend pendant la nuit me relever 5 ou 6 fois pour aller aux toilettes, parce que dès que je buvais quelque chose ça repartait. Et là il me dit je t'emmène aux urgences. Je vais aux urgences donc maintenant Besanne, où là je suis pris, on m'emmène dans une pièce, on m'examine un peu, je reste quelques heures, au bout de quelques heures on me dit non, vous n'avez rien de particulier, vous pouvez rentrer chez vous, on me donne du Prapéran, des trucs comme ça, que je prenais déjà à ce moment-là, mais bon. Et c'est tout. Et puis il se passe encore 3 jours où tout ce que je prends, puis je sentais que j'avais plus aucune force. Donc là, on retourne une deuxième fois à Besanne, là ils me gardent la nuit. Le lendemain matin, ils me disent mais non, vous pouvez repartir, ils me font des examens. Voilà. Il se passe encore quelques jours où je suis pas encore bien. Là, ma cousine, donc infirmière, me dit reste pas comme ça, va aux urgences à l'hôpital. Je vais aux urgences à l'hôpital. Alors, elle prévient que j'arrive parce qu'elle connaît des personnes. Alors c'est pas un passe-droit, hein, je précise, mais bon, j'arrive et là, je tombe sur le médecin qu'elle connaissait qui est là-bas, qui regarde mon dossier, puis il me dit je sais tout de suite ce que vous avez. Et là, il me monte dans une chambre et là, il me met sous perfusion de cortisone.
des doses très importantes. Et par la suite, avec les examens, on s'aperçoit en fait que je suis empoisonné au lysodrène. Il y avait un seuil à pas dépasser. Pourtant, j'étais suivi tous les 3 mois, mais là, j'avais dépassé largement le seuil et mon corps était empoisonné par le médicament. Et là encore, coup de chance, je tombe sur le médecin qu'il faut, qui lui tout de suite comprend. Et là, je reste 15 jours à l'hôpital. Je sors, je suis pas encore très en forme. Je vais voir mon endocrinologue. Mon endocrinologue, au moment où je lui raconte ça, il me demande quel jour j'étais aux urgences. Il s'aperçoit que lui, le jour où j'y étais, aux heures où j'y étais, il avait un de ses patients qui était aux urgences et il était dans une des chambres à côté. Mais on l'a pas prévenu que j'étais là. Donc il était assez en colère. Et il me dit que qu'il aurait dû tout de suite être averti, que les gens n'ont pas fait forcément, il n'y a pas eu de la bonne communication. Et lui me dit que je vois comme quand vous n'êtes pas encore en forme, il me fait à ce moment-là il y avait encore à Courlancy, donc anciennement Courlancy, un étage où il y avait encore des patients qui étaient là, et il me dit je vais vous hospitaliser là-bas et je reste pendant 3 semaines là-bas. Lui vient me voir quasiment tous les jours, même le dimanche, voir comment je vais. Le médecin là-bas aussi super. Franchement une équipe qui sont géniales, une équipe je veux dire qui est géniale, vraiment très très bien suivie. Là, je m'aperçois qu'en fait, en 1 mois et demi, j'avais perdu 14 kilos. Le fait de plus s'alimenter, de plus boire. Pour mettre les perfusions tous les jours, ils étaient obligés de changer de veine parce que chaque veine explosait, le manque d'hydratation. Donc très très suivi là-bas. Et donc moi, je prends plus à ce moment-là, bien sûr, de l'isodrène. Et quand je ressors après donc des 2 passages entre l'hôpital et la clinique, mon endocrinologue me dit on va encore continuer sans l'isodrène, on va continuer les examens, voir comment ça se passe. Et les examens les mois qui suivent sont très bons. Et là, il en discute avec le professeur à Villejuif et il décide d'arrêter le l'isodrène, que j'arrête. Et donc j'ai arrêté depuis. Bien sûr, j'ai toujours le reste du traitement, mais ça aujourd'hui je ne l'ai plus. D'accord. Et parce que sinon, les recommandations sur ce médicament, c'était que tu le prennes combien de temps ? C'était de continuer. Alors, le but quand même, le professeur Villejuif m'avait dit qu'à terme, on espacerait de toute façon la prise de médicaments pour l'arrêter au bout d'un moment. On l'arrêtait plus vite que prévu, parce qu'au départ, c'était prévu plutôt vers 2022-2023, mais vu que là, maintenant, là, ça allait, on l'arrêtait plus. Mais comme quoi, il faut jamais négliger, parce que même moi qui étais extrêmement bien suivi, il faut jamais négliger en fait les examens qu'on a à en faire, le suivi qu'on a, parce que je sais qu'il y a des gens, j'ai des amis autour de moi, qui doivent faire des examens suivis puis disent on a le temps ou ça. Non, donc ça faut. Et comme je dis, moi je suis l'exemple type où j'étais très suivi, je faisais vraiment très attention à tout ça, et malgré ça, j'ai quand même eu des complications. T'étais suivi du coup tous les 3 mois ? Oui. D'accord, avec prise de sang et imagerie. Ouais, voilà. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que les piqûres, ça me fait rien. Donc en fait, ça m'a jamais rien fait. Donc c'est voilà. Après, tout ce qui est scanner, scintigraphie, IRM, c'est pareil. J'avais l'habitude. Donc au bout d'un moment, je savais comment ça allait se passer. Donc puis le fait d'être enfermé, je suis pas claustro, donc il y a pas de souci. Donc en fait, c'était devenu une routine. Comme la routine des médicaments à prendre tous les jours, là c'était devenu une routine, donc c'est des choses qui m'ont jamais dérangé. Et là du coup t'es suivi tous les combien ? Ça a diminué un petit peu ? Oui, aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, je refais, on est plus sur 1 fois par an pour le scanner et 2 fois par an pour la prise de sang. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui toujours suivi, mais de manière beaucoup plus simple. Et puis c'est vrai que je me sens, je suis plutôt en forme. Je fais du sport. J'essaie de vraiment, j'ai une vie que j'ai pas de restrictions sur quoi que ce soit. Bon, avec la cortisone, effectivement, c'est juste faire attention à ce qu'on mange. Ça soit pas trop salé et pas trop sucré. Alors moi, le sucre, ça me dérange pas. Le sel, j'ai appris à vivre sans ou avec du faux sel. Mais quand je vais au restaurant, je mange normalement. Oui, parce que quand on a un traitement cortisone, c'est vrai qu'on retient très facilement le sel, donc on évite d'en rajouter dans l'alimentation. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai une vie, on va dire aujourd'hui, j'ai une vie qui est normale. La routine des médicaments,
Mais c'est tellement une routine chez moi que en fait, je m'en aperçois même plus. En fait, c'est ça. C'est juste quand je sors comme les petits vieux là, le petit pilulier, parce qu'il y a des fois, je mets quand je suis à midi pour aller manger quelque part, forcément, ou en vacances, je vais pas amener toutes mes boîtes, donc j'ai un petit pilulier. Donc maintenant, c'est même devenu un truc où j'en ris avec les gens autour de moi. Ils me font, voilà, ça y est, le petit vieux qui a sorti son pilulier. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des choses pour rire par rapport à ça. Et du coup, on a commencé à en parler vaguement. L'activité physique, est-ce que tu en faisais avant ton parcours de soins ou t'as démarré pendant? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, avant 2014, je fais du sport. Plutôt badminton, des choses comme ça. Je vais courir aussi. Je fais les 10 km, le running Reims, les choses comme ça. Après ma première opération, j'ai du mal à me remettre au sport. Surtout les 9 premiers mois, parce que j'étais donc 9 mois en arrêt. Avec une reprise en plus en arrêt en travail partiel, donc je travaillais le matin et pas l'après-midi, donc là je refais pas de sport. Je refais un peu de sport avant 2014, mais toujours plutôt badminton et un peu courir. 2014, nouvel arrêt. Et puis et là quand je reviens après 2014, je me remets pas tout de suite au sport. Peut-être de la fainéantise, et puis il y a aussi le fait avec les médicaments où je suis pas très bien. 2016 en plus, avec les problèmes que j'ai eu, entre autres, je divorce, donc pas forcément l'esprit à ça. Et en fait, c'est 2 ans plus tard, en 2018, où je rencontre quelqu'un qui fait du sport, qui me remet au sport, et là en fait, je reprends goût au sport. Donc ça se termine avec cette personne-là, mais en fait, moi, je reprends goût au sport, je vais essentiellement la courir, et là, je sens que le fait que de courir, ça me suffira pas. Et là, je rencontre donc une coach que tu connais aussi, qui je lui explique mon parcours, ce que j'ai eu. Là aussi, alors comme j'ai été opéré du côté droit, j'ai plus beaucoup de sensations au niveau du côté droit, au niveau des abdominaux. Par exemple, si je prends une aiguille que je me pique, je la sens pas forcément, parce que j'ai toutes les terminaisons nerveuses qui ont été coupées, et donc forcément au niveau de certains exercices, c'est-à-dire que moi je me rends pas compte, mais il y a certains exercices où moi je pense que je suis droit et en fait je suis pas droit parce que je me rends pas compte avec mon corps. Donc là donc ma coach Elodie adapte aussi le programme. Alors, je l'ai vraiment plus choisi par hasard, mais je crois que les choses se font jamais vraiment par hasard. Mais et en fait, depuis ça fait maintenant, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça va faire 2019. Alors, je compte pas en plus les périodes où il y a eu le Covid et tout ça. Non, c'était après le Covid de mémoire, je ne sais plus. Ça semble. Non, ça va être 2020. Et où là je fais donc 2 fois par semaine du sport avec elle, plus dès qu'il fait beau je prends mon vélo, j'essaie parce que j'en ai besoin aussi par rapport à mes médicaments. Mon endocrinologue lui m'avait toujours de toute façon conseillé de faire du sport. Est-ce qu'il t'avait conseillé un peu plus, parce que c'est vague faire du sport? Lui il m'avait dit d'avoir une activité quand même physique le plus que je pouvais en fait. Il m'a dit de toute façon le sport ça fait jamais de mal, donc il m'avait dit il faut en faire le plus possible, déjà par rapport aux médicaments, parce que ça permet aussi d'en évacuer un certain nombre, puisque moi, tout ce que je prends comme hormones, ce ne sont que des choses chimiques, vu que j'en fais plus, donc le corps les absorbe pas de la même manière. Donc c'est vraiment d'avoir une activité physique aussi, donc j'essaie de marcher, de pouvoir, alors je ne cours pas, parce que ça c'est plus parce que maintenant, problème aux genoux, la vieillesse, mais voilà, marcher, faire du vélo, donc le sport là 2 fois par semaine avec ma coach. Donc déjà ça 2 fois 1 heure ça fait déjà du bien. Et puis à côté une alimentation où j'essaie d'être, alors je me fais plaisir parce que en plus j'adore la cuisine et je cuisine moi-même parce que j'adore ça, donc je me fais plaisir, mais c'est un mélange de tout ça. Mais l'activité physique je pense que c'est essentiel à son bien-être, à sa santé, et qu'il faut pas attendre d'avoir des problèmes de santé pour se mettre à une activité physique. Dans tous les cas, c'est super bon. Donc
Ça c'est bien, ouais, je peux pas te contredire sur ça. Qu'on soit en parcours de soins ou pas, enfin voilà, c'est une activité physique, c'est absolument essentiel. Oui. Et en termes de reprise du travail, parce que ça a pas dû être facile après, surtout après ta première opération. Comment est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé? Alors, lors de ma première opération en 2008, donc je suis 9 mois en arrêt maladie. Quand je reprends, donc je suis à temps partiel. Et la société dans laquelle je travaille, en fait, est rachetée par une autre société et l'agence qui est à Reims ferme. Donc je reprends, on va dire en gros pour même pas 2 mois. Alors l'équipe qui est en place, c'est des personnes avec qui on était une petite équipe, hein, on était 5-6, c'est une super équipe avec qui je m'entends bien. Donc quand je reviens, eux ils étaient au courant de tout. Hein. Quand je reviens, c'est vraiment un temps partiel. En plus, donc à ce moment-là, j'étais, donc je faisais beaucoup de kilomètres parce que j'allais voir les clients commerciaux. Sauf que là, j'avais le droit à faire 50 kilomètres par jour en voiture. Donc autant dire que c'est quasiment impossible. Donc je vais à l'agence et je repars. C'est plus ça. Et puis le dernier mois, les autres sont licenciés. Moi, on me propose une reconversion, aller dans une autre agence ailleurs, mais c'était à Nantes, mais je dis non parce que je voulais rester à Reims. Donc c'est un licenciement aussi. Et le dernier mois, je viens dans une agence où il y a plus personne, il y a plus d'activité. Donc pour une reprise du travail, ça va parce que j'ai rien à faire. Je venais en fait en gros pour aller venir voir s'il y avait du courrier et en fait c'était ça. Et puis là je cherche du travail. Donc j'étais dans le transport, je trouve du travail toujours dans le transport, j'explique ce que j'ai eu en expliquant. Je vois moi que la ministre du Travail pour m'enlever les 50 km par jour pour que je puisse avoir une activité normale parce que sinon je sais très bien que la reprise du travail n'est pas possible. J'en discute, il n'y a pas de souci, c'est accepté, donc là je reprends le travail, il n'y a pas de problème. Donc après une reprise du travail, ça va. En 2014, là l'arrêt maladie est assez court, donc ça va bien. Là, pareil, changement de direction, 2 agences, donc dans le transport, une à Reims et une dans les Ardennes, ils décident pour des questions de coût de rassembler en fait les 2 agences et qu'il n'y ait qu'un seul directeur sur les 2 agences, un seul directeur adjoint, un seul chef des ventes. Alors moi j'étais chef des ventes à ce moment-là. Donc en fait on me fait comprendre que le directeur de Reims il va être comme moi en fait. En gros les plus gros salaires on leur dit de partir. Moi je suis en arrêt maladie. Je suis encore en arrêt maladie quand on me convoque. J'accepte de venir alors qu'il n'y a aucune obligation. On m'explique que la vie professionnelle de l'agence se fera sans moi. Moi, je dis qu'il n'y a pas de souci, hein, je comprends, mais que dans la situation où je suis, ils peuvent pas me licencier. Donc, on arrive à trouver un terrain d'entente, ce qui m'arrange très bien parce que moi, j'ai 3 mois en fait où je suis en disponibilité, mais toujours payé par la boîte avec la voiture et tout ça. Ce qui me permet d'avoir le temps pour bien me remettre physiquement. Donc les 2 fois, j'ai eu de la chance puisqu'en fait ça s'est plutôt bien passé. Et en 2019 avec le Lysodrène, quand je suis en arrêt maladie, là c'est pareil. Je viens tout juste d'être embauché par une entreprise. Je dois être un chat noir parce que ils m'embauchent. Et je tombe 15 jours après, j'ai tous ces problèmes de santé ou avec le Lysodrène, donc ça fait que là je reste en arrêt pendant un petit moment. Mais tout ça et le fait d'avoir été opéré, d'avoir eu ces arrêts maladie, d'avoir eu tout ça, ça m'a permis après aussi de me remettre en question sur beaucoup de choses. Il y a maintenant plus de 2 ans, du coup après le confinement. Je me dis que j'ai toujours été dans le milieu commercial, que je me vois pas continuer à faire beaucoup de routes, que ça me fatigue. Et puis avoir des journées où on commence des fois le matin de bonne heure, on finit tard le soir, on dort pas toujours chez soi. Je me dis qu'aujourd'hui j'ai plus envie de ça. J'ai
j'ai un chef qui est très très compréhensif. Je lui explique la situation, je lui dis bah voilà, pour faire une rupture conventionnelle, il accepte et là je me lance un nouveau challenge, je me mets en auto-entrepreneur. Donc à presque 50 ans, où là j'ai tous mes amis qui me disent mais t'es fou de faire ça à ton âge, le confort, tout, tu te lances dans un truc tu sais pas. Bah oui mais c'était le moment. Il y a des moments et puis quand on a vécu voilà certaines choses, comme on se dit que bah c'est son confort, voilà c'est ce qui est le plus important. C'est la façon dont on a envie d'être heureux, dont on veut être dans le bien-être. Et moi je décide de faire ça et donc en fait, tout ce que j'ai eu, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un recul sur la vie et justement par rapport au travail, d'avoir quelque chose aujourd'hui dans lequel je me sens bien. Mais justement, c'était une de mes questions. En quoi tout ton parcours a été transformateur de vie? Déjà, j'ai un recul qui est complètement différent sur la vie. Moi, je me lève tous les matins, je suis heureux de me lever. Je pose le pied par terre, je me dis, t'as encore une journée où je suis là? Donc voilà, moi j'ai tous les matins forcément j'ai le sourire, j'ai la banane. En plus j'ai la chance, j'ai un petit chien qui est merveilleux, j'ouvre la porte, elle me saute dessus, comme je dis à chaque fois, mais quand on veut pas être heureux, tous les matins j'ai un petit chien qui fait mon rayon de soleil est là, donc voilà, recul sur la vie forcément parce que je prends les choses maintenant de manière plutôt voilà en disant de toute façon même si quand il y a quelque chose qui va pas, bah c'est pas grave de toute façon. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça. Donc ça, voilà, il y a ça. Le fait aussi de parler de tout ce que j'ai eu et de parler de certains sujets avec des amis. Je parle de ma vie sexuelle sans problème en expliquant que moi je prends des médicaments tous les jours par rapport à ça pour avoir une vie normale. Et ce qui est très amusant surtout chez les hommes, c'est que moi j'en parle complètement ouvertement et j'ai des amis après qui viennent me voir. Mais quand les autres sont pas là, en disant ah ouais mais qu'est-ce que tu prends, médicaments, machin. Donc c'est assez rigolo. Mais moi ce qui m'a permis aujourd'hui je suis complètement ouvert sur tout ce que je fais, sur le fait aussi de voir une hypnothérapeute. Alors maintenant je la vois plus, mais ça m'arrivait de la voir des fois de temps en temps parce que quand je sens qu'il y a un petit truc qui va pas, bah tout de suite je fais ce qu'il faut par rapport à ça. C'est pareil aussi par rapport aux problèmes de santé. J'attends plus d'avoir d'attendre le dernier moment. Aujourd'hui, je fais par rapport à ça, j'essaie de faire les choses le plus tôt possible. Le recul aussi par rapport à tous les jours, en fait, de profiter des choses à chaque instant. Moi, ce que je dis, quand je mange quelque chose, j'apprécie ce que je mange. Parce que, quand je suis avec des amis, j'apprécie d'être avec eux. Je suis pas en train de me projeter sur le futur ou ce que je vais faire demain alors ça c'est défaut aussi parce que je prends mon temps pour faire certaines choses alors qu'il y a des fois il faudrait les faire peut-être un peu plus rapidement mais je me dis qu'à chaque fois il n'y a pas mort d'homme donc c'est un recul par rapport aux choses et j'apprécie moi la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours de soins? Parcours de santé, qu'est-ce qui m'a le plus aidé? C'est pas facile. J'allais dire quand même les gens autour de moi. Les gens autour de moi quand même. À l'époque, ma femme aussi, qui m'a beaucoup aidé parce qu'on pour soi, mais c'est pour les deux autres aussi que c'est difficile. On s'en aperçoit pas forcément. Mais pour les autres, c'est pas facile à vivre. C'est pour ça que le podcast est intéressant. Il s'adresse aux patients, mais aussi aux accompagnants. Et c'est vrai que les conjoints, ils sont en première ligne et souvent, c'est compliqué. Et les conjoints, les enfants, c'est aussi les amis, parce que le cancer, ça continue à faire peur, alors que c'est rien en particulier. En plus, comme je dis, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que moi j'ai pas eu de radiothérapie ou de chimiothérapie, de choses intenses où j'ai pas été malade, j'ai pas perdu mes cheveux. Moi c'était qu'une opération. J'ai découvert ce que c'était que la douleur, parce que ça je sais pas trop. Moi j'étais avant, comme beaucoup, un rhume, j'allais mourir. Et j'ai découvert ce que c'était que la douleur. Et c'est vrai que ça, il y a du recul aussi par rapport à ça. Je continue à me moquer, moi-même quand j'ai un rhume, je continue à me moquer en me disant que je vais faire mon testament. Mais voilà. Et quand je dis aussi que, je reviens un peu là-dessus sur la douleur, mais ce qui est aussi le problème, c'est comme j'ai vécu des très grosses douleurs. Aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à évaluer ma douleur sur certaines choses. Là, en ce moment, j'ai des douleurs au niveau de la nuque, des épaules et du droit, mais j'ai du mal à évaluer la douleur parce que j'ai connu des douleurs qui ont été tellement fortes qu'aujourd'hui peut-être
pour moi, certaines douleurs, je dirais sur une échelle de 1 à 10, peut-être 3, et pour d'autres, ça serait 6 ou 7. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pas forcément évident, parce que j'ai du mal par rapport à ça, parce que moi, je vois toujours par rapport aux grosses douleurs que j'ai pu connaître, et le corps se souvient. Mais sinon, les gens, voilà, ce qui m'a aidé, le rire. Le rire, ça m'a beaucoup aidé. J'ai revécu un jour devant la télé, je voyais un spectacle d'un humoriste, et j'ai ri à gorge déployée, en me tenant la cicatrice, parce que ça me faisait mal. Mais, et là, ça a été un bien fou. Vraiment un bien fou. Et ma femme, à ce moment-là, m'a entendu rire. Ça faisait des mois qu'elle m'avait pas entendu rire. Et donc ça, ouais, ça m'a fait du bien. Les gens autour de moi, le rire, le fait aussi de savoir se détendre. C'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller vers des associations de patients ? Non. J'ai jamais eu cette démarche-là. J'en ai discuté avec les amis autour de moi, avec des gens autour de moi. Mais j'ai jamais eu cette démarche, comme par exemple comme j'ai aujourd'hui. J'ai jamais fait cette démarche-là pour diverses raisons. La première, c'est que je me dis voilà, moi ce que j'ai vécu, plein de gens l'ont vécu, donc pourquoi en parler en fait. Au niveau de la thérapie, je l'ai faite avec mon hypnothérapeute. Alors même si ça s'est entendu tout à l'heure, il y a toujours des moments où ça remue toujours parce que ça rappelle des souvenirs. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, par rapport à ça, j'ai vraiment pris du recul et j'ai réussi à vraiment avoir par rapport à ça voilà, aujourd'hui une certaine distance. Les conséquences, je les connais parce que elles sont toujours là. Mais en fait, non, j'ai jamais eu ce besoin-là. En fait, c'est concours de circonstances. On m'a parlé de toi, et c'est vrai, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas. C'est peut-être le moment justement pour en parler. Si ça peut aider d'autres personnes, si ça peut, parce que effectivement, il y a le fait d'être malade, mais il y a aussi pour les autres qui sont à côté. Et pour les autres qui sont à côté, c'est pas facile. Quand on est malade, les gens viennent vous voir et ils pensent pas à ceux qui sont à côté. Ils demandent pas aux gens qui sont à côté, toi, comment ça va? C'est toujours la personne qui a été malade ou à qui on et toi, comment ça va? Mais non, il y a aussi ceux qui sont à côté. Et pour l'avoir vécu de manière différente, moi, parce que moi, ma mère est décédée d'une tumeur au cerveau, donc j'ai accompagné mon père, qui l'a accompagné pendant 1 an. Donc ça, c'était donc avant 2008. Avant mon cancer. Je pense que voilà, comme je dis, je pense que ça fait partie des choses qui ont déclenché mon cancer. Donc moi, j'ai accompagné mon père et j'ai vécu aussi ce que c'était accompagnant. Une de mes filles a eu aussi un cancer, donc forcément, là aussi, de manière aussi différente, mais on voit et on sent ce que les autres peuvent ressentir à ce moment-là, les accompagnants, et souvent on les oublie. Et ça, et pourtant, pour celui qui est malade, c'est important d'avoir autour de lui des gens qui sont, on va dire, dans un bon état d'esprit, dans du bien-être, et que ça aille aussi, parce que ça peut aussi après avoir des conséquences pour eux. Moi, justement, la personne qui était mon épouse, quelques années après, elle fait un burn-out. Est-ce que ça n'a pas été aussi avec cette période-là qui a été difficile, et en fait, elle fait aussi un burn-out aussi lors de ma récidive. Donc, tout ça joue aussi sur les gens qui sont à côté, et je pense que ça, on oublie trop souvent les gens qui sont proches, et même nous, en tant que malades, on oublie les gens qui sont proches, parce qu'on est assez égoïste à ce moment-là, et on pense pas aux autres qui sont à côté de nous. Et du coup, toi, t'as vécu les deux côtés. T'as été patient, t'as été aussi accompagnant sur des personnes très proches de ta famille. Et du coup, toi qui as vécu les deux rôles, quels conseils tu donnerais aux accompagnants Alors, c'est difficile de donner un conseil. J'en parlais il y a quelque temps avec un ami où on parlait du deuil. Et c'est ce que je disais. C'est comme pour le deuil. Il y a certaines choses pour des gens ça va aller, pour d'autres ça va pas aller. On a tous une manière qui est tellement différente de réagir par rapport au deuil, mais comme à la maladie, que c'est difficile pour donner un conseil. Je crois que j'ai écouté aussi la dernière fois
un journaliste qui s'appelle Bruce Toussaint qui a écrit un livre sur le deuil de son deuil par rapport à la mort de sa mère. Et il a une phrase qui était, quoi, disait une chose qui était très juste, c'est que les gens autour, ils veulent que tout se passe bien pour soi, donc ils sont là en train de dire allez viens boire un verre et tout ça. Et lui disait mais non, moi à ce moment-là j'avais envie de pleurer, j'ai envie de rester chez moi. Il fait mais je savais que les gens autour de moi ils le faisaient mais c'était avec un bon fond, c'était voilà, mais que à ce moment-là il n'avait pas envie de ça. Et ben pour la maladie c'est pareil, c'est-à-dire que il faut montrer aux autres qu'on est présent. Il faut montrer, je pense que c'est surtout ça, il faut montrer aux autres qu'on est présent, qu'on est là pour en parler, pour s'ils ont besoin, mais il faut pas forcer les choses. Il faut pas commencer à dire bah tiens, allez viens sors, ça va te faire du bien. Non, parce que si la personne n'en a pas envie, et c'est pas parce que la personne n'a pas envie qu'elle est en dépression ou quoi que ce soit, c'est juste que je crois qu'il faut respecter le malade à ce moment-là comme ça. Et il faut aussi que, parce que souvent aussi ceux qui sont autour veulent, voilà, surtout ceux qui vivent voilà, proches de la personne, veulent voilà faire tout ce qu'il faut, donc ils sont là aux petits soins. Mais il y a des moments, faut aussi que le malade aussi, faut pas qu'il s'enferme aussi dans quelque chose, faut aussi qu'il réagisse. Moi, je sais que j'avais pas forcément, surtout la première fois, envie d'aller marcher tous les jours, mais on m'avait dit qu'il fallait que j'aille marcher. Et ben voilà, il y a des moments où moi, c'était mon père qui venait marcher avec moi, qui me mettait un coup de pied aux fesses, en disant allez, là on y va. Puis aujourd'hui, on va faire 50 mètres en plus par rapport à hier. Parce que il faut aussi, à des moments, faire bouger aussi le malade, parce qu'on peut vite s'enfermer dans quelque chose, dans une espèce de confort, un petit cocon, on se dit, oh, de toute façon, les autres sont là, puis moi, je suis très bien comme ça, de toute façon, je suis malade, et on se complaît là-dedans, il faut pas. Et pour les accompagnants, donc, effectivement, faire réagir aussi un peu les autres, parce que ça, celui qui est malade ou qui a été malade, mais aussi, voilà, pas le forcer à faire des choses. Dans le sens où, quand je dis pas le forcer, c'est pas le forcer à, voilà, si la personne ne veut pas sortir, voilà, il faut aussi respecter le besoin de l'autre. On peut pas savoir aussi ce qui va faire du bien à la personne concernée. On peut pas décider à sa place. Je pense que ça c'est important. C'est exactement ça. Moi, je vois aujourd'hui des amis qui peuvent être malades ou par exemple qui ont vécu des deuils. C'est ce que je leur dis. Alors en plus, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, souvent ces gens-là m'appellent moi. Parce que j'ai voilà entre les deuils, la maladie, tout ça, et moi à chaque fois, alors, moi je leur dis, moi je suis présent, je viens voir les gens, mais je vais pas donner de conseils ou quoi que ce soit. Si on m'en demande, je dis juste moi ce qui a marché pour moi, mais comme je dis, ce qui a marché pour moi marchera pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que en plus moi ce que j'ai eu moi, c'est pas de la radio et de la chimiothérapie. Quelqu'un a eu la radio-chimiothérapie, c'est encore différent. Genre ma fille, moi, par exemple, qui a eu la radio et chimiothérapie, elle a vécu quelque chose de différent par rapport à moi. Elle a été hyper courageuse. C'est après, justement, après la maladie, où il y a eu sûrement le contre-coup. Mais sur le moment, elle est très courageuse. Est-ce que moi, j'aurais eu le même courage? Je sais pas. Parce que moi, j'ai vécu autre chose. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que je peux pas vous demander des conseils, parce que je crois qu'il faut faire... déjà, il faut faire en fonction de son cœur, en fonction de comment on voit l'autre réagir. Et voilà, et puis voilà, faut faire tout simplement. Je pense que c'est la chose la plus simple, c'est être comme ça, être soi. C'est dommage parce qu'une de mes questions c'était justement de si tu avais des conseils pour les patients qui débutent leurs soins. Non, mais les conseils après, c'est des choses basiques, c'est faire du sport, et peut-être aussi prendre le temps de choses qu'on n'a peut-être pas pris l'habitude de le faire avant, peut-être lire un peu, ça peut être regarder la télé, pour des gens écouter de la musique. Moi, la musique, j'avoue que moi c'est une thérapie qui est merveilleuse. Moi, je peux pas vivre sans musique, donc et la musique souvent ça bouge au niveau de nos humeurs. Et voilà, c'est peut-être faire des choses qu'on fait pas d'habitude. Aller marcher. Moi, avant mes opérations, j'allais rarement marcher en forêt. Aujourd'hui, je vais marcher en forêt parce que ça me fait du bien, tout simplement. Donc voilà, les conseils que je peux donner, c'est plus par rapport, voilà, à des choses comme ça. C'est dire, oui, puis profiter, quoi. Puis profiter de l'instant. Faut arrêter de se projeter moi, c'est un truc qui m'énerve à chaque fois avec tout le monde. C'est que les gens qui se projettent tout de suite dans ce qu'ils vont faire le lendemain, dans le surlendemain. Non, alors oui, avoir des projets, c'est une bonne chose. Moi, j'ai déjà pris mes places pour aller voir des concerts là, à la fin de l'année, des choses comme ça. Mais là, oui, mais c'est profiter de l'instant, quoi. Puis le matin, on se lève, voilà, heureux, quoi. On est là, encore une journée sur Terre, où on va faire de belles rencontres.
il y avait un truc que j'avais vu en sophrologie, que j'aimais bien quand j'ai fait un peu de sophrologie. C'est à la fin, on disait, pensez à trois bonheurs que vous avez dans la journée, mais 3 petits bonheurs. Le fait de la douche, d'avoir pris une bonne douche chaude, le fait d'avoir bu une bonne tasse, une tasse de café, des choses comme ça. Et alors moi, c'est un truc que je faisais déjà avant. Et c'est vrai, mais alors moi, des petits bonheurs, moi j'en ai 50 par jour. Donc, mais c'est des choses tout bêtes. C'est juste croiser quelqu'un qui va vous faire un sourire. C'est dire à la personne avec qui on est qu'on l'aime. C'est voilà, c'est. C'est marrant, moi aussi j'ai les 3 kiffs par jour. Ah oui, mais c'est super important, mais je trouve. Mais en fait, c'est important parce que il y a un biais de négativité dans le cerveau humain. Et du coup, se raccrocher et se le dire, ces choses positives, en fait, c'est hyper important pour après mieux les percevoir et les voir plus souvent dans sa vie. Ouais, puis il faut être positif. Voilà, moi j'ai toujours un caractère positif et optimiste. C'est que je dis de toute façon, voilà, même quand il y a des coups durs, le meilleur va arriver après. Et que c'est des coups durs, c'est comme tout, quoi. Ça peut être sentimental, ça peut être de la santé, ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a toujours quelque chose de bien qui va arriver après. Et ça, justement, quand on est dans la maladie, c'est hyper important, ce côté positif. Moi, c'est vrai que j'ai toujours ce côté-là, en me disant de toute façon que ça allait aller. Et ce qui m'a permis de continuer d'avancer. Et aujourd'hui, justement, moi, quand j'en parle avec les gens autour de moi, c'est des choses, je leur dis, c'est que, et souvent les gens me font, voilà, t'es courageux, ou c'est beau d'être comme ça. Je fais, non, il y a rien de beau, il y a pas de courage. Parce que ça, j'étais déjà comme ça avant. C'est juste que, aujourd'hui, je m'en suis vraiment rendu compte par rapport au recul que j'ai sur la vie en général. Voilà, moi, je m'étais jamais posé de questions sur la mort, par exemple. Moi, la mort, c'était quelque chose de lointain. Même quand il y a eu la mort de ma maman, c'était quand même lointain. En revanche, quand ça m'a touché moi, là, ça m'a posé des questions. Je m'étais pas préparé à ça. Donc j'ai réfléchi par rapport à ça. J'ai pas les réponses, hein, mais ça m'a permis de de me poser des questions, puis de savoir ce que je voulais faire dans la vie, de savoir surtout ce que je voulais plus. Que voilà, je voulais plus m'embêter avec un certain nombre de choses. Et puis voilà, puis c'est être heureux avec les gens qui sont autour de moi. Le faire le moins de bêtises possible. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès le début de ton parcours de soins et que tu as appris en chemin? Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que, comment dire, par rapport déjà au traitement, c'est toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, pas que les conséquences physiques. Moi, ça a eu des conséquences, donc comme je dis, sur ma vie privée, parce que j'ai divorcé. J'aurais voulu comprendre tout ça avant. Alors, j'aurais sûrement fait les choses de la même manière, mais ça m'aurait peut-être permis aussi de mieux appréhender. Ça aurait été bien aussi je pense que l'aspect psychologique aussi aurait été bien. Je veux dire, si, dès le départ, on m'avait dit attention, il vous faut un suivi psychologique. Ça aurait été bien. Je l'ai pas eu. C'est moi qui étais le chercher après. Mais je pense que ça aurait été bien qu'on m'avertisse de ça. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que ça m'aurait fait gagner du temps. Alors, c'était peut-être dans mon parcours, il fallait d'abord que je suive ça, parce que je regrette absolument, et si je devais, moi je devrais rien refaire dans ma vie. D'ailleurs, si on me demandait aujourd'hui, c'est une des questions des fois que je pose en communication avec mes élèves, je leur dis, voilà, si vous deviez refaire quelque chose dans votre vie, ça serait quoi? Et en fait, moi après, je dis à mes élèves, parce que ce que je demande à mes élèves en communication, je leur dis, moi vous pouvez aussi me poser des questions. Et des fois, il y a des élèves, et moi je dis, mais moi je changerais rien dans ma vie, parce que aujourd'hui, la personne que je suis, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, de bon comme de mauvais. Donc, alors c'est comme je dis, c'est toujours mon côté positif, hein, mais en même temps, c'est ça. Et après, voilà, c'est plus l'aspect psychologique. Et puis de dire aussi que voilà, il faut faire attention à sa santé physique, mentale, qu'il faut toujours garder le moral. Ça, c'est hyper important. Quoi. Pour moi, je trouve que c'est hyper important. Et puis parce que je pense que je l'ai pas été au début après mon opération, de penser un peu moins à soi au départ. Et penser un peu aux autres qui sont autour, parce que
pour les autres, c'est pas facile parce qu'ils donnent beaucoup d'eux. Et à ce moment-là, des fois, on a le côté, mais un peu humain, un peu égoïste. Et en même temps, c'est un mécanisme de défense. On peut pas faire autrement quand on tombe malade. Ouais, mais avec le recul, je pense que je l'aurais eu peut-être de manière un peu différente. Et pourtant, je suis pas quelqu'un du moins, je me considère pas comme quelqu'un d'égoïste. Mais je pense que, des fois, c'est pas simple. Et puis, se bousculer un peu parce que c'est vrai qu'on se complaît et il faut des fois se donner un petit coup de pied aux fesses. Puis c'est bien aussi de se bouger un peu. Et alors, j'aime bien clôturer mes épisodes de podcast avec la question, vu qu'on est tous les deux autour de ce micro, quelle est pour toi l'utilité du témoignage patient ? Alors, l'utilité, déjà, c'est raconter ce qu'on a vécu, expliquer parce que ça peut aider d'autres personnes aussi à comprendre, soit des gens qui sont malades ou des gens qui sont à côté, justement, pour essayer de comprendre aussi, parce que je pense que c'est pas facile de comprendre toujours la personne qui est malade ou de comprendre les gens qui sont à côté, tous ceux qui accompagnent. D'un côté comme de l'autre, c'est difficile. Ça peut permettre aussi à des gens qui sont plus distants, ça peut être des amis, des choses comme ça, qui ne sont pas dans la vie de couple où il y en a qui est malade aussi, de comprendre que parce que moi je l'ai vécu. Où moi j'avais des amis qui venaient à la maison, ma femme qui à ce moment-là avait du mal avec ce que j'avais, et puis notre manière, moi avec le manque de libido que je pouvais avoir et tout ça, et on parlait un peu ouvertement à mes amis par rapport à ça, le comprenaient mal. Moi, aujourd'hui avec le recul, je comprends parce que c'était une frustration, c'était un moyen aussi pour elle d'exprimer un certain nombre de choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Et il faut pas juger les personnes par rapport à ça, parce qu'on n'est jamais dans la vie des uns et des autres, et que même quand on est des amis ou famille, qu'il faut pas juger les gens tout de suite. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire en expliquant un peu, et je cache rien de ce que j'ai eu, et que oui, pour un homme, c'est pas facile. J'en ai un peu parlé, mais quand on a une baisse de libido moi mécaniquement ça fonctionnait plus, donc forcément. Ça pose des questions. Pour un homme, c'est pas facile parce que c'est une vraie remise en question de sa masculinité, de sa virilité, et que c'est quelque chose qui est pas évident du tout. Et justement, qu'est-ce que t'aimerais dire à ce propos aux hommes qui nous écoutent et qui peuvent avoir ces mêmes difficultés ? Qu'aujourd'hui, il y a plein de médicaments qui aident par rapport à ça, et qu'il faut absolument pas hésiter, parce qu'aujourd'hui, on a quand même cette chance, c'est vrai, d'avoir ça, et que c'est quand même bête de passer à côté. Et qu'il y a plein de traitements différents, qu'il n'y a pas qu'un médicament qu'on doit prendre, parce que en disant 2 heures après il faut que j'ai un rapport, parce que non, il y a des médicaments aujourd'hui qui permettent d'avoir une vie comme moi que je prends un médicament tous les jours, je vais pas faire de la pub, mais il y a un médicament que je prends tous les jours et qui permet d'avoir une vie qui est normale et naturelle. C'est-à-dire que quand j'ai du désir, je suis pas obligé de me dire faut que je prenne le médicament 2 heures avant. Donc il y a des choses comme ça aujourd'hui qui aident. Et ça, c'est super important. Et que le fait d'en parler aussi, comme moi, je peux en parler autour de moi, parce que j'ai aucun tabou par rapport à ça, que les autres aussi, des gens qui sont pas forcément malades, mais qui peuvent avoir, à part d'un certain âge, des petites difficultés, viennent nous voir. Mais que vraiment, il y a des choses par rapport à ça. Donc, faut oser en parler au final, briser les tabous et puis oser en parler à son équipe de soins. Et exactement. Puis moi, j'en ai parlé à mon endocrinologue. Je lui ai dit clairement, je lui ai clairement dit les choses en disant aujourd'hui, j'ai ces difficultés-là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Donc on en a discuté ensemble. Puis il m'a donné les traitements qu'il fallait. Donc faut en parler effectivement, faut en parler à son médecin, à son spécialiste. Il faut oser quoi, tout simplement. Des fois on a peur par rapport à ça, mais par rapport à beaucoup de choses quoi. Donc pareil, moi quand j'explique que j'étais voir une hypnothérapeute, ça me pose aucun problème. Alors aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu plus facile, mais il y a encore des petits tabous par rapport à ça quoi. Qu'on va voir que ce soit un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Il y a toujours le côté derrière, donc tu vas pas aussi bien que ça, toi. Alors que pas du tout. C'est au contraire, c'est pour, on va bien, c'est pour encore aller encore mieux. Moi, quand je dis toujours, moi, ça m'a permis juste d'évoluer un peu plus. En fait, donc c'est, et puis, par rapport, donc, pour en venir à la virilité, à la masculinité, qu'il faut vraiment pas avoir peur d'en parler. Déjà, on en parle, parce que sinon, ça peut avoir des conséquences importantes sur sa vie de couple.
Donc ça, c'est important. Même sur sa vie psychologique, parce qu'on peut être célibataire, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne plus, et là, on se pose des questions. Donc il faut déjà en parler déjà à son médecin, qui eux sont à l'écoute de tout ça. Et puis que c'est pas parce qu'on prend des médicaments comme ça que ça va pas, hein. Donc moi j'en suis la preuve. La preuve, c'est que moi tout va bien, j'ai aucun souci par rapport à ça. Et donc non, il faut pas avoir peur. C'est surtout ça. J'allais dire, si aujourd'hui je dois retenir une leçon, c'est la communication. C'est le plus important. C'est en fait parler des choses. Et à partir du moment où on en parle, déjà souvent ça nous enlève un poids. Et puis ça permet de tout régler, la communication. Bon bah c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Eric pour ton temps. C'était hyper intéressant d'avoir ton témoignage, ton parcours de soins, ce par quoi t'es passé. Donc merci mille fois pour ton temps et pour cette interview. Merci beaucoup Eric. Mais c'est moi qui te remercie, puis merci pour ce que tu fais, parce que je trouve que vraiment c'est important. Merci Eric. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à rendre le podcast Cancéro plus visible et à aider un maximum de patients. Mille merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou tout simplement me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à cans.hero, canc.heros, ou sur la page Facebook Cancéro Podcast. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.